Survenant, survenante. Personne qui s'ajoute survient dans un groupe. Salut, moi c'est Annabelle. Moi c'est Catherine. Et moi c'est aussi Catherine, mais vous pouvez m'appeler Renée, le temps d'un balado. On est les survenantes. Dans ce dernier épisode de leur deuxième saison, vos survenantes se dévoilent et se révèlent à elles-mêmes autour d'un thème qui nous est cher à tous, celui de l'amitié. Au fil des aveux, des déclarations d'amour et des grands questionnements qui les animent, Annabelle, Renée et Catherine reviennent sur leur amitié nourrie par leur amour de la lecture et du vivant. Elles se confient sur les hauts et les bas d'amitié se voulant authentiques, sur le don de soi et le besoin de solitude. Tour à tour, elles présentent des œuvres qui leur ont fait voir sous un nouveau jour leur rapport aux autres. Elles parlent d'appartenance, de partage de panier bio et tracent un parallèle entre l'intimité que nous entretenons avec le territoire et celle de nos amitiés humaines. Annabelle nous fait part de sa lecture de l'essai « S'engager en amitié » de l'autrice québécoise Camille Toffoli. Renée nous transmet le récit d'une amitié née dans des conditions terribles en nous présentant la biographie de l'écrivaine tchécoslovaque Milena Jesenská, écrite par son amie, l'Allemande Margarete Buber-Naumann, survivante des camps nazis. Enfin, Catherine nous fait part de ses impressions à la suite de sa découverte des prophéties de la montagne de la québécoise Patty O'Green. Vous êtes en compagnie des survenantes. Rejoignez notre communauté sur Instagram afin de nous faire part de vos impressions. Du contenu supplémentaire vous attend sur notre page Patreon. C'est grâce à nos mécènes que nous trouvons les moyens et le souffle pour poursuivre cette grande aventure balado. Bonne écoute! On est rassemblés pour parler de l'amitié en littérature. C'est notre dernier épisode de la saison 2. On va se le dire, c'est pas rien, c'est spécial, c'est bien fun. On est vraiment excités. Oui, bien réchauffé. Et on est crissement Oui, on peut-tu se dire bravo à nous. Notre dernier épisode, c'est une célébration de l'amitié féminine. On s'est déjà dit bravo tantôt. On s'est déjà dit bravo pour notre épisode Patreon, mais pardon. on va le répéter. Oui, mais c'est correct. On va le répéter quand même pour tout le monde, pour le grand public, pour toute la francophonie qui nous écoute. Et tous les non-francophones qui essaient d'améliorer leur français malgré notre accent. Oui, bravo. C'est à dire. Bravo, vous êtes tenaces. On vous aime. Oui, vraiment. Puis il faut le dire, quand on fait des projets créatifs ensemble, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand Catherine nous a proposé de partir ce balado-là, ça a été « Ah merde, on va foirer nos amitiés, on va chicaner, on va saillir. » Belle confiance. Oui, tu vois. Évidemment, heureusement, j'ai cheminé depuis, mais il y a l'idée de quand on s'embarque dans quelque chose de vraiment important pour nous, que ça va chier. Ouais. En tout cas, ben, moi, j'avais juste le petit souci de j'espère qu'on va arriver toujours à bien communiquer puis à pas perdre notre lien. Moi, c'est plus ça ma préoccupation. Oui. Mais nous connaissant, étant les trois très sensibles, très bienveillantes, puis émotionnellement assez intelligentes, on va se le dire, je me suis dit, on va toujours trouver des solutions, mais ça se peut qu'on ait des petits hiccups en chemin. Ouais. Puis ben regarde, on est en soudés plus que jamais. C'est vrai. Ça a fait le contraire, en fait, pour moi. Mais c'est pour dire comment, des fois, on peut avoir peur de s'engager en amitié. Oui. Mais moi, j'avais pas peur pantoute. C'est vrai, toi, t'étais la première à penser au projet. Moi, j'ai tout le temps des idées de fou. Je suis comme, ah ouais. Puis, tu sais, je sais pas. Oui, des fois, j'ai peur là, que mes amitiés dégénèrent, tu sais, mais j'avais foi en nous autres. Oui. Ben, c'est ça. Quand on se lance, c'est un peu un acte de foi. Hein? C'est comme l'amour en général. C'est comme l'amour en général. Puis on va en parler aujourd'hui, comment c'est important, des belles amitiés ou dans lesquelles on se rend vulnérable. Puis on montre nos vulnérabilités, mais dans lesquelles aussi on fait, comme je l'ai mentionné, acte de foi, on fonce, on travaille fort, puis on persévère aussi. Parce que les amitiés, des fois, c'est pas simple. Puis je pense que pour avoir des amitiés qui sont profondes, qui sont valorisantes, stimulantes, ben des fois, on prend le chemin qui est pas toujours le plus facile, puis il faut en être conscient.
Donc, on a chacune choisi, dans le fond, un livre qui, selon nous, abordait l'amitié d'une façon qui nous intéressait. Est-ce qu'on peut faire un petit tour pour savoir qu'est-ce que vous avez choisi? Moi, j'ai décidé de vous parler d'un essai que j'ai lu, un essai écrit par Camille Toffoli, qui est une des cofondatrices de la librairie Le Guélion à Montréal. Pub gratuite! Pub gratuite! On vous aime! Oui, une chance que vous êtes là! Oui, une chance qu'elles sont là. Camille Toffoli, j'avais déjà lu un de ses livres. J'avais lu Filles corsaires, écrit sur l'amour, les luttes sociales et le karaoké. Un livre que j'avais adoré. C'est un essai, ça aussi. J'avais adoré les thèmes abordés. J'aime beaucoup sa perspective. Bref, quand j'ai entendu parler de son essai qui vient tout juste de paraître aux collections Radar de la maison d'édition Éco-Société, donc c'est une parution toute récente là, de 2023. Quand j'ai entendu parler de ce livre-là, je me suis lancée dessus. Je l'ai tout de suite emprunté. Puis c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, c'est un court petit livre, c'est à peu près 80 pages, puis le public cible pour la collection Radar de la maison d'édition Éco-Société, c'est les 15 à 19 ans, mais je peux vous assurer que même en tant que 34 ans, c'est un livre qui m'a vraiment touchée, puis c'est un livre en fait qui a ouvert la porte à toutes sortes de belles discussions par rapport à l'amitié, notamment dans une de nos rencontres du book club où est-ce que j'ai échangé avec notre amie Laurence. Salut Laurence, on te dit bonjour, qui l'a lu aussi, puis avec plein d'autres amis, donc je pense à Marie-Ève entre autres, je pense à Annie, donc on vous salue. Donc oui, Camille Toffoli aborde tout plein de sujets intéressants, de belles réflexions dans ce livre-là. Il y a plusieurs thèmes très importants, mais il y en a un qui est pas mal au centre du livre, je crois. C'est les amitiés féministes. Et quand on parle d'amitié féministe, on parle de sororité. Donc des femmes qui sont solidaires l'une envers l'autre et qui s'aiment et qui travaillent fort pour maintenir ce lien puissant que peut être l'amitié entre femmes. Donc, on connaît le vieux cliché, hein, les amitiés entre filles sont souvent compliquées, c'est plus compliqué que les amitiés entre garçons, les filles, ça se backstab, les filles, ça bitch tout le temps, beaucoup de médisance, d'hypocrisie, de trahison, bref, vous connaissez la recette, c'est ça qu'on voit dans les livres, dans les films, les téléséries, puis à un point tel que c'est un peu ça qui nous conditionne. Puis il faut savoir que le climat de compétition entre les filles, généralement, cette rivalité-là, ben c'est le résultat d'un sexisme qui est ambiant. Puis c'est pas, comme le mentionne Camille Toffoli, ça vient pas de mauvaise foi. Donc c'est vraiment notre environnement qui nous conditionne à vouloir avoir le plus d'attention. Elle mentionne les travaux de Delhomme qui dit que on est conditionné, donc elle parle des femmes ici, on est conditionné depuis le bac à sable à avoir de la concurrence pour avoir l'attention des figures paternelles, mais pas que les figures paternelles ici, ça englobe les hommes en général. Donc, Toffoli nous dit que la sororité, donc la solidarité et l'amitié entre femmes, c'est pas quelque chose à quoi on est prédestiné à l'école. Hein? C'est une philosophie qu'on doit apprendre, puis ça nous prend parfois beaucoup de travail pour y parvenir. Mais c'est réalisable si on s'y engage avec conviction, d'où son superbe titre « S'engager en amitié ». Puis j'ouvre la discussion comme ça en vous disant... c'est qui est prêt à dépenser des millions, pas des millions, mais ça peut paraître des millions des fois. Mais tu sais, dans une relation de couple, quand ça va mal, on est prêt à sortir le chéquier puis à dépenser des milliers de dollars pour améliorer notre relation ou pour prendre soin de soi, aller en thérapie pour soi-même. Mais est-ce qu'on serait prêt à le faire pour l'amitié? Oui. C'est une question que je lance dans l'air. Et qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je me demande si ça existe des thérapies d'amitié. Parce que, tu sais, moi, parler de mes amitiés avec ma psy, je peux faire ça, mais comme emmener mon ami chez la psy. C'est vraiment intéressant. J'ai jamais pensé à ça. Ça m'est jamais traversé l'esprit. En fait, c'est pas tant dans son livre, c'est pas tant qu'elle nous conseille ça nécessairement, mais c'est une réflexion parce que on est prête à mettre énormément d'argent et d'efforts pour maintenir une relation amoureuse, par exemple. Mais est-ce qu'on serait prête à faire la même démarche ou les mêmes efforts pour une relation amicale? On peut se poser la question. Puis c'est ça ici, la force du livre, je pense, c'est de nous faire vraiment voir l'amitié comme étant quelque chose qui peut être central à nos vies. C'est ça, il y a comme une hiérarchie dans ce que tu nous dis finalement, qu'on place le couple au-dessus de l'amitié. Mais oui. Je trouve que c'est super patriarcal aussi, cette façon de voir-là. Mais tu sais, c'est de la famille nucléaire là, qui a tant servi à l'expansion du capitalisme. Puis la famille nucléaire, là, on va se le dire, là,
c'est du gros caca, là. Tu sais, comme, puis là, moi, je la reproduis, là, j'ai comme pas le choix, là, de la reproduire quasiment, mais vous aussi, tu sais, je veux dire. Mais l'idée, là, dans notre société contemporaine, c'est que tu vas créer ton chez-soi, puis c'est ça qui est comme le plus important. Puis là, après ça, tu sais, t'as ta clique d'amis, OK? Puis tu vas tellement travailler pour t'acheter des bébelles que t'auras pas le temps de te faire d'autres amis. Oui. Tu sais? Puis que juste entretenir les amitiés que t'as déjà à la base, puis des fois, c'est des amitiés qui marchent même plus vraiment, mais déjà ça demande tellement d'efforts que tu vas pas aller chercher d'autres amitiés satisfaisantes, tu sais? Fait que c'est vraiment ça aussi, tu sais, travailler, genre, à prendre soin de soi, à prendre soin du monde autour de nous, à prendre soin de sa famille, à prendre soin de ses amis. C'est quelque chose que le monde moderne nous rend pas la tâche facile à faire, là, tu sais. Tout à fait. Dans son essai, Camille Toffoli nous partage beaucoup d'anecdotes personnelles. Elle partage aussi des témoignages de personnes qui l'entourent, de nombreuses amitiés qu'elle a. Puis elle mentionne à quel point les amitiés qu'elle a, donc une amie en particulier, l'a aidée, lui a probablement sauvé la vie dans un contexte de violence conjugale. Moi, j'aimerais renchérir en disant que les amitiés, la puissance des amitiés qu'on maintient, qu'on continue de cultiver, même si on a un couple fort, parfois un peu trop fusionnel, ou quand notre vie sentimentale prend toute la place, c'est important de maintenir ces amitiés-là et comment ces amitiés-là peuvent nous faire du bien. Là, ici, on parlait, dans son livre, elle parle d'un contexte de violence conjugale, mais ça peut être une tragédie familiale, ça peut être un burn-out, ça peut être une dépression, ça peut être toutes sortes de choses. Donc, des grosses épreuves de la vie, à quel point nos amitiés viennent en renfort. Et c'est ces amis-là qu'on célèbre et qu'on aime donc et puis je pense à toutes mes belles amies du secondaire qui m'ont soutenue dans multiples épreuves et donc j'aimerais juste leur faire un shout-out. Merci de m'avoir soutenue dans toutes sortes d'épreuves. Est-ce que ça vous interpelle le message de Toffoli par rapport au fait de cultiver des amitiés mais en dehors des relations amoureuses qui peuvent prendre peut-être beaucoup de place? Oui, absolument. Je pense qu'il y a l'idée de... Parfois, on se dit... dans ma tête, c'est comme cette amie-là est en couple, elle a trouvé une belle personne, elle a plus besoin de moi. Tu comprends? C'est comme si on se dit que le couple, c'est l'ultime façon d'être pris soin, d'être vu, d'être... Alors que c'est complètement faux, mais je pense que c'est une idée qu'on nous inculque, qu'on nous enseigne, que nos parents, des fois, vont renforcer. J'ai des amis qui m'ont dit que depuis qu'ils ou elles étaient en couple, ben leurs parents sont moins inquiets pour eux. Ouais, ça je l'ai entendu moi aussi. Mais c'est intéressant parce que c'est pas parce que t'es avec quelqu'un que t'es bien, tout va bien, que tout va se régler. Au contraire, naviguer dans une relation amoureuse, c'est quelque chose, puis ça te prend d'autres gens autour de toi pour t'écouter, pour t'aider, pour célébrer avec toi la beauté de ça. Il y a cette idée-là qu'on met beaucoup, beaucoup de pression sur être en couple pour être bien. Oui. Ouais, on prend peut-être plus pour acquis c'est ça. La relation conjugale que les relations amicales, finalement. Parce que les relations amicales, on peut se sentir des fois remplaçable ou on peut avoir l'impression, telle personne, si ça convient pas, je peux la remplacer. Ben, c'est ça, on les prend pour acquis. Je trouve que des fois, on gère les amitiés de façon instrumentale aussi. C'est comme si c'était juste genre des ajouts dans nos vies plutôt que vraiment une famille. Oui. Puis tu sais, pour moi, les amitiés, ça a tout le temps été une famille choisie pour moi. Oui. Parce que tu sais, je trouve que parfois on va mettre trop d'efforts sur notre famille au sens large, puis pas assez. Puis c'est correct si ça nous nourrit. C'est correct si nos parents, nos frères, nos sœurs, tout c'est nos amis. Tu sais, ça c'est l'idéal, là, on s'entend. Tu sais, mais quand ça te fait souffrir, tu sais, moi j'ai toujours été en quête aussi d'une famille qui allait se traduire qui allait être formée par mes amitiés parce que la distance, parce que le manque de temps de la famille, tu sais, aussi. Puis moi, j'ai beaucoup d'amis que je suis amie avec eux autres depuis tellement longtemps, puis on s'aime d'un amour profond, puis comme on se connaît aussi. Tu sais, je suis capable de voir en des amis des choses que les autres personnes, tu sais, vont peut-être juste voir
la façade, genre. Puis moi, je suis comme, OK, ouais, il y a peut-être l'air de... Non, mais dans le fond, tu sais, c'est une soie, là. Ouais. Puis ça, ces amis-là, pour moi, c'est ma famille. Tu sais, vous êtes ma famille. Quand on a choisi les parrains, les marraines de mes enfants, là, tu sais, c'était ça aussi, c'était de dire à des personnes qui avaient peut-être besoin de le savoir que c'était notre famille. Oui, Tu sais. tout à fait. Et moi, j'aimerais replonger dans l'idée de la rivalité entre filles. Ça, c'est un thème qui me touche beaucoup dans ce que tu dis, dans le sens où j'ai souvenir, enfant, à l'école, j'étais une première de classe. J'étais perfectionniste. Puis, j'haïssais donc la fille qui pouvait aussi potentiellement être la première de classe. Alors qu'on avait tellement de choses en commun. Qu'est-ce qui fait qu'au lieu de se dire on va s'aimer parce qu'on se ressemble, qu'est-ce qui faisait qu'on se disait on est une menace, tu sais, l'une pour l'autre. Puis, tu sais, je me dis j'ai fermé la porte à ces amitiés-là parce que pour moi, j'étais ma réussite, ma valeur, ma place sur le podium était menacée par la présence de cette autre fille. C'était tout une fille. Ouais. Puis j'essaie de voir ça aujourd'hui, de déconstruire ça, puis de me dire, en fait, il y a de la place pour nous deux. Mais qui nous dit, à quel moment est-ce qu'on nous dit « only one can win » ? Oui. Tu sais, d'où ça vient, ça? Oui. D'où ça vient? J'ai pas de réponse pour toi, mais personnellement, j'ai pas beaucoup vécu, je pense, de rivalité comme telle. Peut-être parce que je sentais pas de menace comme telle par rapport à mes amis, mais j'étais pas nécessairement première de classe non plus. Mais j'étais pas loin, mais j'étais pas nécessairement première de classe. Je sais pas, je m'en allais avec ça. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Je pense que c'est des fois, ça dépend aussi de, c'est ça, les personnes qui t'entourent quand t'es jeune. Puis personnellement, c'est pas quelque chose qui m'a marqué. Même qu'au contraire, tu sais, au secondaire, parce que, bon, Toffoli parle avec une de ses amies, puis son amie lui s'ouvre sur l'intimidation, puis des moments très violents qu'elle a vécu dans le cadre d'une amitié entre filles, ce qui l'a poussée vers des amitiés masculines. Mais moi, je cherchais pas à être one of those guys parce que je trouvais que ma gang de filles était vraiment cool. Puis on avait des intérêts communs, puis ça me valorisait. Puis ben c'est sûr qu'on a des petites chicanes, là, comme toutes les amitiés, surtout au secondaire. Je veux dire, on apprend plein de choses, on apprend à être des humains. Puis ça en passe des affaires dans nos cerveaux là, au secondaire. Là, les hormones, puis tout Pour avoir discuté avec plusieurs personnes autour de moi, je me rends compte que j'ai beaucoup d'amis qui sont tournés vers des amitiés masculines pour dépluguer un peu l'espèce de trop plein d'émotions, puis d'essayer de violence. Oui. Moi, j'ai vécu de l'intimidation au primaire, tu sais, puis au début du secondaire, à cause de cette rivalité-là entre filles. Puis après, mais tu sais, j'ai vécu beaucoup d'intimidation de la part de gars aussi. Après, je suis allée au pensionnat de filles. Puis ce qui y avait d'intéressant au pensionnat de filles, c'est que t'oubliais que t'étais une fille éventuellement. Ça m'a beaucoup aidée, tu sais. Mais après, quand je suis retournée, après le cégep, tout ça, j'ai eu beaucoup d'amis de gars pendant un moment. Puis maintenant, j'en ai pas tant, tu sais, à moins qu'ils soient queer, là. Puis, parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était une fausse équation. Tu sais, que peut-être qu'on te faisait sentir que t'étais genre one of the guys, mais tu restais quand même un objet de désir pour plusieurs. Puis, tu restais quand même la potentielle slut pour plusieurs. Ouais. Puis ta sexualité était quand même évaluée par plusieurs. Puis, tu sais, ça créait comme une espèce ça l'accentuait une espèce de rivalité féminine. Tu sais, c'était comme travailler dans le réseau de signification de tout ça, là. Qu'est-ce qui cause la rivalité féminine et tout. Puis maintenant, la plupart de mes amis font partie de la communauté queer ou sont des femmes, pas tous, ou sont les chums de mes amis de filles, tu sais. Mais c'est différent, c'est vraiment un endroit où on va, où la rivalité n'existe pas vraiment. Puis quand j'ai la sens pointer le bout du nez, là, ça m'écoeure tellement. Mais oui, ouais, c'est clair. Moi, je pense qu'au secondaire, j'ai abandonné la quête vers le podium. J'ai abandonné ces rivalités-là, puis je me suis éteinte. J'ai comme
j'ai comme arrêté d'essayer, de fitter, puis pour moi, le secondaire, ça a été une période vraiment assez malheureuse où j'avais littéralement pas d'amis parce que j'étais pas capable de me défaire de cette vision-là de moi où je devais performer, je devais faire quelque chose de grand, je devais... Tu sais, puis c'est la perfectionniste en moi qui faisait que j'étais pas capable d'accepter que pour avoir des amis, ben il faut que tu let go de tes attentes, il faut que tu sois vulnérable, puis je suis tellement contente d'avoir réalisé ça aujourd'hui parce que j'aurais eu une vie vraiment triste, j'aurais été vraiment seule, tu sais, puis je pense que ça a changé, j'ai déménagé pendant le secondaire, puis là j'ai rencontré d'autres gens, puis d'autres possibilités, puis au cégep, j'ai vécu vraiment des belles années au cégep, j'ai des très bons souvenirs, mais il reste que cette période-là, j'étais comme prisonnière de mon perfectionnisme. Je pense que pour les gens perfectionnistes, de se faire des amis, c'est vraiment, vraiment difficile parce que tu te mets tellement de pression, parce que tu veux tellement... tu penses qu'on va juste t'aimer si t'es parfaite, tu sais, fait que pourquoi les gens m'aimeraient, je suis pas parfaite, mais il faudrait que je le sois. C'est un espèce de cercle vicieux que je pense qu'il faut vraiment déconstruire, mais qui s'infuse dans ton cerveau puis qui reste, tu sais. Fait que moi, c'est un réflexe que j'ai, tu sais, comme de me dire, mais pourquoi mes amis m'aiment, tu sais. Fait que vraiment d'aller défaire ça, ça demande énormément de travail, puis shout-out aux perfectionnistes qui travaillent sur elles-mêmes puis sur eux-mêmes parce que c'est vraiment pas facile. Ben, tu sais, t'es tellement une belle personne. T'es le genre de personne que j'aurais aimé aussi connaître au secondaire, qu'on aurait été des amis, c'est sûr. Ouais. Puis je pense, justement, parce que même si on avait peut-être des intérêts un peu différents à l'époque, moi, j'ai toujours cherché la sensibilité chez mes amis, puis je la sens tellement chez toi. Donc, ça me touche beaucoup ce que tu me dis parce que je me dis, mais mon Dieu, il y a tellement de gens qui ne t'ont pas connu et qui auraient tellement aimé te connaître. Je trouve que dans le monde actuel, tu sais, souvent, moi, ce qui m'écoeure dans le monde professionnel, c'est l'idée de se faire des contacts. Puis ça, j'ai jamais été bonne pour ça parce que moi, ce que je recherche, c'est l'amour. Ouais. C'est pas le contact, là. Ouais. Puis c'est difficile des fois de démêler les deux quand t'es prise dans ton ambition. Puis l'ambition, pour moi, c'est souvent... Là, j'ai peut-être tort, il peut avoir une ambition saine. Mais l'ambition, pour moi, c'est souvent une représentation de l'ego insécure. Tu sais? Fait que, tu peux avoir l'ambition peut-être de te réaliser puis d'être heureuse. J'imagine que c'est une bonne ambition. Mais tu sais, si c'est de devenir riche ou de devenir la meilleure dans ton domaine, ce qui est une représentation du perfectionnisme, tout ça pour moi, c'est une insécurité profonde qui va souvent mener à la rivalité puis qui va mener à l'absence de vraie amitié aussi. Ouais. Puis quand j'ai eu mes enfants, il y a eu la pandémie, évidemment, mais même avant que la pandémie commence, je me sentais tellement seule, puis j'étais déprimée. Puis c'était vraiment... Moi, il y avait mon amie Kelly, qui est décédée l'an dernier, qui était là pour moi, mais sinon, je me sentais vraiment seule. Puis j'avais l'impression que mes amis m'avaient abandonnée. Mais en réfléchissant à ça cette semaine, je me suis dit que c'est moi qui les avais abandonnés avant. Parce que j'ai eu ma première fille juste après ou pendant que je finissais ma maîtrise. Ça faisait comme 3-4 ans que j'étais vraiment poche comme amie, je trouve. Que j'étais... Tu sais, peut-être que je m'arrangeais pour voir le monde, puis booker tout le monde dans mon agenda, mais je pense que ma présence n'était pas vraiment là. Elle était pas vraiment là dans mon couple, elle était pas vraiment là pour moi-même, puis elle était pas vraiment là pour mes amis. Puis j'étais pas capable de me donner à 100%. Tu sais, je m'agrippais à ces amitiés-là parce que je les aimais et tout, mais j'étais pas vraiment engagée dans ces amitiés-là. J'étais engagée dans la performance universitaire qui me rendait à la fois tellement malheureuse, tu sais. Puis là, je me dis, ben tu sais, t'avais pas cultivé ton champ, Catherine, là. Fait que c'est ça qui est arrivé.
Ouais. Tandis qu'à ma deuxième grossesse, tu sais, c'est jamais facile, tu sais, de se sentir entourée quand tu as des enfants. Mais l'expérience, je me suis sentie vraiment soutenue par mes amis de façon différente par chacun, là. Ouais, puis je pense que c'est correct aussi d'accepter qu'il y a des périodes dans nos vies où on n'est pas disponible pour s'engager en amitié. C'est ce que tu sembles décrire, puis que l'avantage d'avoir tissé des liens solides avant ces périodes-là, c'est que les gens souvent vont s'en rendre compte ou ils vont se dire hey, ça a pas l'air d'aller. Ils vont te shaker des fois, des fois des amis qui nous shakent un petit peu, puis là, oups, la coquille s'ouvre, puis oh fuck, c'était le temps que quelqu'un me shake parce que je savais plus comment faire, tu sais. Mais je pense non plus qu'il faut pas trop s'en vouloir de traverser des périodes comme ça, puis que c'est normal qu'en amitié, ben, on n'est pas toujours constante, on n'est pas parfaite. Je pense que c'est correct mais de reconnaître ça, de se dire, la force, je pense, de ton récit, c'est de t'être dit, il faut que je m'ouvre aux autres. Pas nécessairement que je vois tout le monde, puis que je me déploie mes guts sur la table à chaque fois que je vois des gens, mais que j'ouvre la porte à la possibilité de faire ça. Puis le stress, on va se le dire, le stress d'être à l'université, de performer, ça ferme ces portes-là. Je veux dire, tu te protèges, t'es en mode protection. Oui, puis en même temps, tu sais, quand t'es une introvertie qui aime beaucoup sa solitude, puis que t'es constamment en train de créer des contacts dans le monde universitaire, il te reste pas beaucoup d'énergie ailleurs. Ah, puis ouais. Fuck le réseautage. Fuck le réseautage. Tu sais, si on avait juste des amis, là, on réussirait tout à réussir aussi. Je parlais de ça, des épreuves qu'on rencontre des fois dans nos vies, puis comment nos amitiés sont charnières pour surmonter ça, tu sais. Ben, il y en a des gens qui traversent des choses seuls, puis ils le font avec brio, puis je salue leur courage, mais on dirait que quand on se sent épaulé, c'est tellement plus facile, entre guillemets, pas nécessairement, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça donne une dose de courage supplémentaire, puis on est des amis, c'est à ça que ça sert, les amis. Puis là, ici, je parle pas de comme être le canal de ventilation de tout le monde, puis de ramasser tout le temps les problèmes des autres. Je parle pas de ça. Il y a une symétrie dans votre relation. Il y a une symétrie, puis aussi, c'est circonstanciel aussi. On vit pas toujours les mêmes épreuves. Puis l'épreuve que tu as vécue, Catherine, qui était, je me souviens, extrêmement pénible pour toi, ben moi, j'étais dans des bonnes circonstances aussi. J'étais capable de te redonner, comme toi, tu es capable de me redonner quand j'ai des doutes ou que ça va pas bien. Fait que c'est ça, c'est donnant, toujours, tu sais. Ouais. C'est fou, ça me parle tellement, cette idée-là de se sentir coupable, d'exposer ou de déranger, entre guillemets, ses amis avec les émotions qu'on juge négatives. Bon, il y a beaucoup de choses à déballer, là, mais moi, je me pose toujours la question, puis ça m'a fait réfléchir. Je pense que vous êtes dans mes amis des dernières années, disons, dans les derniers 5 ans, c'est la première fois que je commence à comprendre que c'est correct de faire ça. Puis je me demande toujours à quel moment est-ce que j'ai appris ou qu'on nous a dit. J'ai plein d'amis comme ça, ils se mettent à pleurer, ils s'excusent. Je suis comme, hey, pleure, là, genre, c'est correct. Que tous ceux qui n'arrivent pas à pleurer s'excusent. Oui. Puis à quel moment est-ce qu'on apprend que c'est pas correct d'aller vers les autres avec ses émotions, avec ses problèmes, avec ses anxiétés, avec ses angoisses? Quel message, à quel moment est-ce qu'on reçoit ce message-là en tant que femme et en tant qu'homme? Je connais tellement d'hommes autour de moi qui sont pas capables de plonger en eux, sont pas capables de se tourner vers les gens. Puis cette retenue-là, évidemment qu'il faut la défaire. Puis c'est sûr que c'est pas tout le monde qui sont capables d'accueillir ces émotions-là. Fait que c'est sûr que il faut avoir fait un certain travail sur ses propres émotions, sur ses propres relations pour être capable de se tourner vers les autres. Puis je pense que en réfléchissant à ça, à l'amitié cette semaine, j'ai pas toujours été capable de faire ça. J'ai pas toujours été capable d'accueillir les amis puis leurs émotions, puis ça fait que en retour, moi non plus, je suis pas capable de me déverser parce que je me dis mais il y a personne qui est capable d'accueillir mes émotions si moi je suis pas capable d'accueillir mes émotions. Vous voyez un peu l'espèce de manège. Mais c'est comme demander de l'aide
Tu sais, on se sent tout le temps mal de demander de l'aide, mais si toi, t'es capable d'en donner, puis, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, il faut engager le mouvement. Tu sais, donner de l'aide pour être capable d'en recevoir. Tu sais. Puis des fois, on est dans des phases de notre vie où on n'est pas capable de donner de l'aide, fait qu'on se sent mal d'en demander. Il faut avoir foi à la confiance qui va s'établir que l'aide va revenir. Tu sais. C'est vraiment pas facile d'engager ça. Ça me fait... Ce que tu apportes, c'est un excellent moment pour vous parler du livre que moi j'ai choisi, qui est un récit... c'est une biographie, en fait, qui s'appelle Milena. Puis c'est de l'autrice Margarethe Buber-Newman. Donc c'est l'histoire de l'amitié de ces deux femmes-là. Puis le thème dans le livre qui m'a le plus parlé, c'est le sacrifice qu'elles font pour leur amitié. Donc le sacrifice de soi. Puis ça m'a énormément fait réfléchir. Puis en gros, là, je vous donne le contexte. C'est l'histoire de deux femmes, une histoire vraie, qui ont été détenues ensemble dans un camp de concentration pendant le nazisme, donc dans les années 40, à Ravensbrück, en Allemagne. Aucune des deux n'était juive, donc c'était des prisonnières politiques. L'autrice Buber-Newman était une communiste convaincue qui a un peu déchanté quand, à son moment d'immigrer en URSS, elle a été dans les camps de travaux forcés. En tout cas, elle avait eu une espèce de vie vraiment difficile et incroyable. Puis, Milena Jesenska, de son côté, était aussi à un moment donné une communiste, mais c'était une journaliste pragoise, vraiment... une badass, là, vraiment une personne qui faisait plein de choses puis qui a été beaucoup impliquée dans la résistance au moment où l'Allemagne a envahi la Tchécoslovaquie. Donc, c'était une résistante, puis à cause de ce rôle-là, elle s'est retrouvée dans un camp de concentration pour femmes. Puis, dans le fond, c'est l'histoire de leur amitié, comment, tu sais, malgré l'adversité, malgré la haine des différents groupes, parce qu'il faut se le dire, là, c'était pas... des fois, on se fait l'idée que dans les camps, il y avait une espèce de solidarité, que on est tous dans la même misère. Non, il y avait vraiment une hiérarchie, il y avait des rôles, il y avait de la micro-violence, c'était vraiment un contexte complexe où t'es déshumanisé, donc t'as aucun... tu fermes la porte à plein d'émotions comme l'empathie, comme le partage, puis c'est l'histoire de ces deux femmes-là qui vont, malgré ce contexte-là, se lier fortement d'amitié et passer à travers, bon, l'une meurt dans le camp et l'autre survit, donc l'autrice Margarethe survit, mais ils passent à travers cette expérience-là en sachant qu'elles vont se voir le soir, en sachant qu'elles pourront parler ensemble de leur vie d'avant. Donc c'est une histoire d'amitié extrême, finalement, dans des conditions extrêmes. Puis dès le début du livre, Milena, elle dit, Margarethe lui donne un morceau de pain parce qu'elle trouve, mon Dieu, elle est malade, tu sais, je vais lui donner ma ration aujourd'hui. Puis Milena est tellement fâchée. Elle est comme, non, garde ta ration. Tu sais, moi, mon rôle, c'est de m'occuper de toi. Puis j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je suis comme, bon, Milena, là, t'aurais besoin d'un petit cours sur qu'est-ce que c'est une amitié égalitaire. Mais je me suis vraiment reconnue dans cette colère-là. Cette colère de recevoir des soins, de recevoir de l'amour, de recevoir de la bouffe, de recevoir... un cadeau même. J'étais vraiment, pendant longtemps, pas capable de recevoir de mes amis parce que je me disais, je dois prendre soin des autres et non le contraire. Donc, cette dynamique-là, je trouve ça vraiment intéressant. Éventuellement, Milena a fini par s'assouplir puis se rendre compte que elle aussi, elle mérite d'être pris soin. Fait qu'il y a toute cette idée-là, puis je suis entourée, ça me gossait, je suis entourée d'amis aimantes qui veulent prendre soin des gens. Comment tu prends soin des gens qui veulent tout le temps prendre soin de toi? Puis j'avais cette frustration-là que je suis contente de pouvoir nommer aujourd'hui, de me dire pourquoi ça me gossait, disons que, ok, puis toutes les amies qui prennent soin de moi, c'est des mômes. Puis je suis comme, les mômes, ils ont tellement besoin d'être pris soin parce qu'ils passent leur temps à prendre soin des enfants, tu sais. Fait que c'est comme, puis moi, j'ai pas beaucoup d'énergie dans la vie, j'ai beaucoup d'anxiété, puis je suis pas capable de prendre soin des mômes, mais les mômes sont capables de prendre soin de moi. Donc, c'est comme l'espèce de panique dans mon cerveau où je me disais, je ne suis pas à la hauteur, je devrais être en train de prendre soin de ces amis-là qui donnent tellement
Puis je suis pas capable de donner plus en OK. ce moment. Là, si l'enregistreuse était pas sur la table, je taperais dessus. Non, OK? mais je te dis, ça a changé, hein, depuis. Oui, mais j'espère, quand je te le même- souhaite. Je te le Moi, souhaite profondément. je le comprends un peu dans le sens que moi, les gens qui prennent soin de moi, ça crée une espèce d'anxiété de je leur dois quelque chose. Puis, en réalité, oui, parce que le mouvement ne devrait pas s'arrêter. Ouais. Tu sais? Mais en pratique, il y a un moment pour tout, là. Oui. Ouais. Tu sais, puis il faut accepter qu'on fait partie d'un écosystème. Ouais. Puis il y a des moments où est-ce que toi, t'es la partie de l'écosystème qui doit se mettre un peu en hibernation pour survivre. Mhm. Puis, tu sais, moi, là, je trouve que, par exemple, étant la môme de notre groupe, Oui, Je peux pendant te- que je pétais ma coche, je regardais Catherine. je peux te dire que j'ai ressenti cette espèce de « Ah oui, là, il faut que je redonne à Catherine aussi parce qu'elle me donne tellement. » Ah oui. De pression-là aussi. Mhm. Mais c'est tellement poche, hein? Puis je pense que ça montre aussi à quel point c'est du travail de prendre soin. Ouais. Oui. Tu sais, d'écouter les autres quand ça va mal, c'est du travail émotionnel. Mhm. Fait que c'est normal que des fois on soit brûlé. C'est normal des fois qu'on soit révolté, qu'on ait un ami qui est tout le temps en train de se déverser sur nous. Mhm. Tu sais, c'est normal aussi qu'on pense à ça. Tu sais, aussi, l'économie nous rentre tellement dans la tête. Oui, là, l'économie mais telle qu'elle il est y a aujourd'hui quelque en tant chose, que oui. transaction, Oui. plutôt que de quelque chose de... Parce que l'économie n'a pas à être tout le temps vue de façon capitaliste, là, tu sais. Ouais. Fait que on est capable d'envisager une économie du don de soi qui fonctionnerait différemment de donnant-donnant. Oui, Oui. c'est ça. Ou comme, tu sais, dans un couple, là, je trouve qu'essayer de tout voir 50-50, là, Non, c'est tu impossible. sais, que ça soit dans les dépenses ou les charges, là, tu sais, d'essayer d'évaluer les charges Oui. dans tous les Ouais, niveaux, genre, tu sais. ouais. C'est pas pour dire que les femmes devraient en prendre plus. C'est vraiment pas pour dire ça. Non, Non, Mais au tu sais, contraire. d'essayer de chiffrer tout, là, ça marche Ouais. pas. Oui, puis ça me parle beaucoup le mot donnant, puis on en parlait un peu tantôt. Moi, je l'ai puis mentionné, te cette disais, expression-là. ah, mais vous êtes dans une symétrie, puis finalement, c'est peut-être un peu de la bullshit de se dire Oui. ça, parce que c'est comme la différence entre l'égalité puis l'équité. Tu sais, on se dit, ben, OK, moi, je suis une personne que, fondamentalement, j'ai pas beaucoup d'énergie, puis ça va pas changer. Fait que, est-ce que je continue de mettre la pression de performer comme mon ami qui est qu'une bombe d'énergie, ou j'accepte que moi, ce que je donne, c'est ce que je peux donner, Oui. puis que c'est précieux aussi, tu sais. Fait que, cette idée-là de notre capacité à nous engager en amitié, à ce qu'on est prête à donner, puis là, recevoir, c'est une autre question dans le sens où je pense qu'il faut être capable de s'aimer assez pour recevoir ce que nos amis nous donnent, tu sais, parce que c'est frustrant pour une amie comme pour nous de se dire « Non, je te bloque, tu me donnes rien parce que je pense que je mérite rien, mais je ferais n'importe quoi pour toi, tu sais. » Mais Fait- c'est aussi que donner, c'est recevoir. C'est ça. C'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, bon, on a pris une marche cette semaine, Oui. OK? Les filles sont venues chez nous, OK? Puis j'ai vidé mon frigo, puis je leur ai donné. Parce que je me suis abonnée comme une niaiseuse à un panier bio en étant enceinte de mon deuxième enfant. Puis tout l'été, ce maudit panier bio, j'encourage vraiment les producteurs bio, là, OK? Pour les personnes qui peuvent gérer un panier bio. Puis tout l'été, je me suis sentie coupable de pas réussir à passer ma bouffe. C'était comme une charge mentale puis une culpabilité intense. Il y avait trop d'affaires qui allaient au compost. Ouais. Genre, je me pognais avec mon chum à chaque semaine à cause du panier bio. Les filles sont venues chez nous. Ils sont repartis avec une épicerie chaque. Ouais. 4-5 Ouais. courses Ça a pas de bon sens, là. Puis Moi, j'ai là, fait un risotto hey, à la le nombre courge. de merci qu'ils m'ont dit, là. Eh oui. Hey, arrêtez à un moment donné. C'est vous qui me rendez service. Oui, mais Ouais. c'est tellement drôle. En Non, tout cas, mais mon don... je sais pas quoi dire. Moi, dans le sens, c'est tellement généreux parce que moi, je vois la quantité, puis moi, faut que je défasse ça un petit peu, mais je vois des signes de pierre sur tout. Ben, c'est ça le Fait que problème. là, je vois un signe de pierre sur la Parce que- courge spaghetti immense que tu m'as donné, Catherine. Ça n'a pas de bon sens, là. Il y a genre 20 piastres de courge, Ouais, mais- courge spaghetti que tu Ben, m'as c'est donné, mais ça, ça, mais c'est moi- une chose Ouais, parmi mais plein tu sais, d'autres. le 20$ va aller au compost, t'apprends Ouais, pas, je comprends. parce que j'arrive pas à gérer. Ouais. Ouais. Fait que là, tu sais, en me prenant mon 20$ de courge spaghetti, je suis sûre que c'était pas 20$, en tout cas. Elle était vraiment grosse. Mais elle est immense, ça prend mon comptoir au complet. En prenant ça, mais tu sais, moi, là, tu m'enlèves
de l'anxiété. Ouais, tu m'enlèves de la charge mentale. Parce que c'est tu important m'enlèves pour de toi. l'éco-anxiété. C'est ça. Mais ça me fait plaisir. Mais c'est parce que moi, je me trouvais tellement passive dans ce geste-là de juste accepter des choses merveilleuses de ta part. Fait que je voyais ça comme un cadeau plus que comme une façon pour toi de mieux te sentir. Comprends-tu un peu? Mais tu sais, pour moi, c'est tellement genre le fait de j'ai fait un cadeau à mes amis, là. Non, moi, c'est en bas de l'échelle. Tu sais, je suis comme je me suis débarrassée de ma bouffe, puis elle va être mangée et aimée. Oui, Tu sais? 100%. Fait que c'est ça, là. Je trouve que c'est un bon exemple de comment le don, ou tu sais, moi, là, pouvoir faire des biscuits à quelqu'un, tu sais, Ouais. puis les donner à quelqu'un. Tu sais, je fais pas ça tous les semaines, là. Ouais. Mais tu sais, moi, c'est ça que je veux dans la vie. Ouais. Pouvoir faire des biscuits à mes amis. C'est tellement beau. Moi, ça m'emmène peut-être à vous parler de mon livre. Oui. OK. Moi, j'ai choisi le livre Les prophéties de la montagne de Patty O'Green, qui est paru chez les Marchands de Feuilles cet automne. J'ai lu Manifeste Céleste de la même autrice, vous aussi d'ailleurs. Oui. Je l'ai lu après avoir mis au monde ma deuxième fille le printemps dernier. Ça m'a renversée, ça m'a donné tellement à réfléchir, puis je me rappelle plus de rien parce que j'étais tellement postpartum. Mais je vais le relire un jour au moins. Quand j'ai vu qu'elle sortait ce livre-là, en plus avec la couverture magnifique, les Marchands de Feuilles, là, et leur couverture. Ouais. Exceptionnel. Ouais. Alors, je me suis jetée dessus tout de suite. Hein? Un lundi, j'étais déprimée, fait que j'étais allée m'acheter des livres. Ouais. Moi, j'ai vraiment un problème de consommation avec les livres, mais bon. Mais en même temps, du self-care. Ouais, c'est rendu que j'ai honte d'aller à la librairie tellement j'achète des livres. Ah ouais. Ouais. Ah. Je me dis, c'est avaré de moi, la libraire. Allô, Roxane? Bon. Alors, Les prophéties de la montagne de Patty O'Green. Patty O'Green, c'est une historienne de l'art qui est aussi horticultrice, arboricultrice et forestière urbaine et aussi yogini. Alors, ça me parle. Mais elle parle pas beaucoup de yoga dans ce livre-là, Non, ce qui est plus dans correct. son- Ouais, dans son précédent, elle déconstruisait beaucoup de réalités problématiques au sein des communautés de yoga. Puis ça m'a vraiment parlé aussi. Les prophéties de la montagne, c'est le Devoir va décrire ça comme un roman hybride. Ici, c'est nommé dans le livre, ils disent que c'est un récit au début. Moi, je dis que c'est un recueil d'essais. OK. Ah. Ouais. Ça, c'est le genre de livre que fiez-vous pas trop au résumé derrière. là. OK. Fiez-vous jamais au résumé Ouais, derrière. on va Ouais. mettre une chose au clair. Ouais. là. Tu sais, ça va pas vous donner le goût quand c'est censé vous donner le goût, puis ça va vous donner le goût quand c'est pas censé vous donner le goût. Ça envoie des mauvais messages. Là. Fait que, Ouais. c'est ça. Fiez-vous davantage aux recommandations de vos amis, je dirais. C'est un recueil d'essais où elle explore la montagne avec un M majuscule. Alors, la montagne qu'on appelle communément le Mont-Royal, hein, de son nom colonialiste. Alors, elle va explorer la montagne avec son histoire, ses rapports de genre, ses rapports de classe qui la façonnent, ses habitués éclectiques d'hier et d'aujourd'hui, ses multiples flancs, les êtres qui l'habitent, que ce soit les lacs, les papillons, les arbres, les petites et les moins petites bêtes. Moi, j'aime ça quand on parle de notre ville et de la nature dans notre ville, même si le Mont-Royal, la montagne, c'est pas vraiment un lieu que je fréquente souvent. Je vais peut-être y aller une fois par année en moyenne. Je trouve pas ça facilement accessible, à vrai dire. Elle habite sur le flanc de la montagne, alors c'est plus facile pour elle. Moi, il y a d'autres lieux qui sont plus emblématiques pour moi, mais tu sais, on peut pas passer à côté de la montagne quand on parle de Montréal. On s'entend. C'est vraiment intéressant parce qu'elle va explorer la ville en même temps puis les relations qui existent dans notre ville en parlant de la montagne. Patty O'Green, je la trouve tellement wild. Hein? Je disais que, genre, je me reconnais tellement elle m'emmène ailleurs. Un ailleurs dans lequel je me reconnais. Elle me fait tellement évoluer, cette fille-là. Elle va s'intéresser beaucoup, Patty, à la création de communautés, puis aux soins qu'elle demande, puis à la difficulté de créer de vraies communautés. Ça, c'est vraiment un thème central dans son précédent livre aussi.
Puis moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'elle va parler de comment préserver tes limites. Pour le dire en bon petit jargon simple, là, comment préserver tes limites en amitié. Puis, comment... Elle va parler d'amitié intrusive. Tu sais, comment, des fois, on laisse rentrer un peu n'importe qui dans notre cercle. Puis, comment mettre les bonnes limites. Puis, comment il y a parfois dans notre société un culte de l'amitié. Puis que ça peut être mal vu de pas avoir assez d'amis, de pas en avoir beaucoup ou de pas en avoir. C'est voir le monde différemment. Puis je trouve ça beau parce que ça veut pas dire qu'elle a pas d'amis, tu sais. Mais elle parle de comment, quand tu entretiens une communauté, le poids du care n'est pas juste sur toi. Tu sais, on est tellement individualiste que on se dit, par exemple, Annabelle va pas bien, je dois faire quelque chose. Mais tu sais, sachant qu'on est un trio, puis qu'on a aussi notre gang du book club, qu'on a d'autres amis ensemble, moi, je sais que si tu vas pas bien, je peux te donner l'énergie dont je dispose en ce moment. Mais il y a peut-être René qui va aider aussi. Il y a peut-être une autre amie qui va aider aussi. Puis la même chose avec toi, René. On est un peu dans cet esprit de communauté-là. Puis ça, je trouve ça vraiment beau parce que moi, j'ai toujours eu ce rêve-là d'une communauté aussi. Pas juste dans les livres que tu lisais enfant, mais aussi aujourd'hui, là, l'espèce de le cercle d'amis inséparable des livres pour enfants. C'est quand même... Mais en même temps, comme le village, tu sais, moi, c'est tout le temps ça. J'ai l'impression que toute ma vie, genre, j'ai fait ça, tu sais, m'ouvrir. Tu sais, j'ai vécu dans des communautés d'expats, puis c'était comme de rapatrier tout le monde et tout. Puis je m'épuise parce qu'après, je me dis, il faut que je mette tout le monde dans mon agenda. Ouais. Tu sais, que j'aille un café avec chaque personne que je connais. Mais peut-être que c'est pas ça mon mode. Ouais. Peut-être que moi, je suis pas capable de remplir mon agenda parce que j'ai pas beaucoup d'énergie comme toi. Puis mon énergie, quand je la donne, tu sais. Ouais. Fait que comment je peux réussir à avoir mon monde puis à créer des relations? Parce que avez-vous déjà eu ce sentiment-là d'être dans un party? Vous avez invité tous vos amis, puis c'est pas satisfaisant pour vous, ce party-là, parce que vous avez pas vraiment pu jaser avec chaque personne? Ouais. Mais tu sais, J'en fais plus. Mais c'est ça, tu sais, moi j'aime pas tant les parties, mais tu sais, avoir ce sentiment-là que, ok, je peux célébrer des choses avec vous pour avoir du fun, puis ne pas être insatisfaite de ce moment-là, parce que on se voit aussi ailleurs. Tu sais que tout n'a pas besoin d'être dans cet échange-là intense tout le temps, parce que l'énergie circule bien entre un grand groupe de personnes. Est-ce que ça fait du sens? Puis que tu te sens pas nécessairement left out quand tes amis font des choses ensemble puis toi, t'es pas là. Oui. Mais cet idéal-là là, de communauté dont parle Patty O'Green, c'est vraiment intéressant parce que justement, ça permet de... C'est un peu ce que tu nommes depuis tantôt, d'éviter comme le burn-out en amitié. D'éviter les épuisements relationnels parce que ça existe. Pas juste au travail, on peut s'épuiser dans nos relations. Fait que, est-ce que la question que j'aurais pour toi, c'est est-ce que l'autrice propose des pistes pour mettre ces limites-là? Comment elle s'y prend pour se protéger? J'ai l'impression qu'elle est vraiment dans une quête quasi spirituelle, Patty O'Green. Puis elle va parler de plusieurs réalisations qu'elle a par rapport à des amitiés. Comment elle s'est distancée d'une amie qui est éventuellement tombée malade, puis qui est décédée. Comment qu'elle s'est sentie mal par après de s'être distancée de cette amie-là. Puis comment c'est parce que elle avait du mal à accepter toutes les offrandes de cette amie-là en termes d'énergie, tu sais, aussi. Comment c'était quelqu'un d'extrêmement sociable qui rapatriait plein de gens autour d'elle puis qu'elle se sentait pas capable de répondre à ça. Fait que je pense que ça vient de rejoindre beaucoup de choses qu'on vient de dire, tu sais. Puis qu'elle était pas capable de reconnaître que ce qui nourrissait son amie, c'était ça. C'était d'être généreuse, tu sais. Puis elle parle aussi, elle va donner une super belle image de comment il y a plein d'amitiés intrusives dans sa vie parce qu'elle est trop occupée à garder l'entrée de son champ. Elle appelle ça un champ. Elle a une image d'un champ de graminées sur le Mont-Royal. Elle est trop occupée à préserver l'entrée, à garder l'entrée, qu'à occuper son champ. Puis que si tu es là à occuper ton champ, tu sais, à faire, mettons, on a toutes des amitiés qui dévient de ce qu'on aime maintenant. Tu sais, on est ce qu'on est, puis qu'on cherche à se nourrir soi-même dans la vie,
ben, ce qu'on a besoin va venir nous rejoindre. Elle parle aussi, elle va faire des métaphores avec des types de fleurs, là. Elle parle d'une fleur, puis de comment il faut apprendre à, ça m'a marqué, là, c'est à se nourrir plutôt que s'offrir. Puis je pense que moi, je suis beaucoup dans l'offrande. Puis ça me fait me questionner sur comment j'ai été conditionnée en tant que femme à être dans l'offrande. Oui. L'offrande de moi-même, là. Oui. Pas juste le don. Tu sais, on parle de don de soi, mais je veux dire aussi, tu sais, en termes d'objet. Ouais. S'offrir en tant qu'objet. Ouais. Objet de désir pour le genre masculin ou objet de désir amical aussi. Ouais. Tu sais, puis combler les attentes des autres plutôt que chercher à se nourrir. Puis comment, des fois, on a des amitiés qu'on ressent comme du travail, puis qu'on a du mal à abandonner, mais qui ne nous nourrissent pas ou qui ne valent pas la peine de se battre pour elles. Puis tu sais, en même temps, moi, j'ai eu beaucoup d'amitiés qui, à la distance, qui s'est créée à travers les années, géographiques ou autres, puis qu'on a repris par après. Fait que tu sais, j'ai du mal à mettre à dire c'est fini. Ouais, ouais. Mais, tu sais, aussi, je pense que d'accepter cette fluidité-là, c'est quelque chose qu'elle discute aussi. Puis moi, par exemple, j'ai un ami qui vient de me visiter, puis ça faisait 10 ans que je l'avais pas vu. Puis on était restés quand même en contact. On se parlait souvent sur Skype, mais à partir d'il y a 5 ans environ, on se laissait un message une fois par année, peut-être. Puis là, il y avait l'occasion de venir à Montréal, puis je l'ai accueilli chez moi avec son chum. Puis c'était comme si on s'était vu la veille. Ouais. Puis moi, maintenant, j'ai foi en ces amitiés-là. Ouais. Et puis j'essaie de plus lâcher prise des fois, tu sais, d'être moins possessive / insécure. Elle va parler beaucoup de ça, tu sais, du désir. Puis c'est super le fun quand elle les écrits de la nature parce qu'elle fait beaucoup de comparaisons avec la nature, puis comment qu'on construit la nature dans notre tête, comment qu'on construit les paysages, puis comment elle est notre relation, si elle est réciproque ou non avec la nature, quand elle est un objet de désir pour nous, puis quelque chose qu'on veut s'approprier dans notre identité, plutôt que de se nourrir mutuellement. Puis de l'accepter comme qu'elle est dans sa violence aussi, des fois. Ouais. Tout un livre. Il y a vraiment beaucoup de stock, puis il y a beaucoup de stock là-dedans qui parle de choses qu'on a parlé aujourd'hui. Ouais. Puis une belle image qu'elle a pour finir, c'est comment... Parce qu'elle parle de l'amitié avec le territoire aussi. Puis habiter le territoire, puis s'enraciner dans un territoire. Puis ça, c'est quelque chose qui me parle énormément. Tu sais, c'est un projet de vie, je pense. Puis encore plus quand t'es cérébral, tu sais, de t'enraciner dans un territoire. Puis comment elle va regarder le coucher de soleil au même endroit tous les jours sur le Mont-Royal. Puis ça la sort, tu sais, on parle de voyager, voir du nouveau, tu sais. Puis moi, les gens qui veulent... En même temps, j'accepte trop de monde dans mes cercles. En même temps, les gens qui veulent tout le temps avoir 10 000 amis, ça me tape sur nerfs. Je comprends qu'il y a des gens comme ça, mais moi, j'ai l'impression de me faire négliger dans ce temps-là. Puis, elle va parler de regarder le coucher de soleil au même endroit tous les jours, voir comment le paysage change, puis que c'est comme ça que tu arrives vraiment à une intimité avec le territoire. Puis, plutôt que essayer d'en découvrir comme tout. Partout, d'aller partout sur la planète Terre ou même d'aller partout dans la ville, tu sais, de ratisser tout. Il y a quelque chose dans la répétition. Puis ça me fait penser beaucoup à l'art. Comment... L'art artistique, là. Pas l'art gold. Mais comment la répétition... Disons, le cliché, c'est Monet, par exemple, qui va toujours repeindre, je sais pas combien de centaines de fois le même pont, le même paysage pour apprendre à connaître la lumière, disons. Mais je pense que quand on prend le temps de s'asseoir, puis de cueillir des choses, de les ramener chez nous, puis de les peindre, de les dessiner, il y a comme tellement quelque chose d'intéressant, il y a un lien tellement important qui se fait, puis aussi il y a quelque chose de révolutionnaire de prendre ton carnet, d'aller t'asseoir au jardin botanique, puis d'essayer de dessiner un arbre. C'est fucking tough, mais tu vois d'une autre façon, tu t'enracines d'une autre façon, en faisant quelque chose qui est pas productif, entre guillemets, en ralentissant,
puis en portant attention à des détails que tu serais pas capable de voir normalement si tu te demandais pas quel est le ton de brun dans ce coin-là? Est-ce qu'il y a plus du rouge dedans ou du vert? Ou je suis pas sûre, je vais essayer. Tu sais, on est vraiment dans le détail qui finalement enrichissent notre vision du monde parce que c'est juste en ralentissant qu'on peut voir ça dans notre lentille, tu sais. Puis c'est pas accessible si tu ralentis pas, si tu répètes pas la même chose, si tu vas pas au même endroit pour essayer de revivre quelque chose que d'une façon différente mais qui te parle. Puis je pense que moi j'ai commencé, c'est une grande question ça, s'enraciner, l'amitié avec un endroit. Je trouve ça vraiment intéressant de le mettre comme ça parce que c'est une question qui me travaille depuis des années. C'est où chez moi? C'est où chez moi? Là, dans la répétition, dans la marche à tous les jours, un peu comme ce que tu décris, j'ai commencé à sentir un peu plus que j'appartenais. C'est sûr que c'est un sentiment qui fluctue, c'est jamais stable, ça change, puis les circonstances dont on parlait un peu tout à l'heure, ça va changer. Les gens qu'on connaît, les gens qu'on aime vont avoir une incidence énorme sur ce que c'est pour nous être chez soi, être chez nous. Mais oui, dans la répétition, dans la lenteur, il y a un geste qui permet d'appartenir que c'est un peu logique, tu sais. C'est comme si on se dit, plus je ralentis, plus j'ai de chances de couler un peu dans la boue. Puis si je vais vraiment vite tout le temps, ben je fais juste en mettre partout, puis je sais pas trop ce que ça donne au final. Fait que cette idée-là de s'asseoir un peu plus profondément, ça me parle. Moi, j'ai détesté ma première année à Montréal. J'étais grugée par l'anxiété, j'en mangeais plus, je dormais plus, pour toutes sortes de raisons, mais j'ai décidé de rester à Montréal, me suis donné une année supplémentaire pour me réconcilier avec la ville, me réconcilier avec mon quartier. Puis je me suis dit, là, je vais lui donner une chance, je vais sortir marcher, puis c'est ce que j'ai fait. J'ai fait toutes les stations de métro autour de chez moi où est-ce que je m'arrêtais à une station de métro, je sortais à l'extérieur, puis là, je rentrais chez moi à pied. J'ai fait ça pendant des mois, là. Puis éventuellement, je suis tombée en amour avec Montréal. Je suis tombée en amour avec... Moi, j'étais dans le Côte-des-Neiges. Après ça, je me suis promenée beaucoup dans Outremont, Villeray. Puis j'ai continué tu sais, j'ai étendu un peu mon regard sur la ville. Puis c'est vraiment la marche. Puis de lui donner du temps. OK, là, cette semaine, je découvre tel endroit. Puis ça me tentait pas de sortir parce que ma santé mentale était pas super top-notch à l'époque. Mais ça me faisait un bien fou. Puis je me sentais bien quand je revenais après. Puis c'est ça qui m'a réconciliée avec la ville. Puis après ça, j'ai découvert le Mont-Royal. J'étais dans la cour du Mont-Royal pratiquement, mais j'en profitais pas. Puis là, c'est d'aller explorer les sentiers, aller au lac au Castor, tu sais, c'est vraiment de développer un lien de proximité avec la montagne qui me refait tomber en amour avec la ville. Puis je l'ai pas quitté depuis. Ouais. Moi, autant j'adore faire visiter Montréal quand des gens la visitent. Ah oui, puis ça me témoigne de à quel point j'aime Montréal. Puis quand je sors de Montréal, j'ai envie d'y retourner. En même temps, je pense que le fait de venir de la région, puis c'est ma quête de la nature, entre guillemets, comme si on n'était pas dans la nature. Tu sais, moi, des fois, je m'imagine comme la nature reprendre ses droits sur la ville, ou comment ça devait être il y a 200 ans, ou il y a 100 ans, il y a 200 ans. Puis, tu sais, j'imagine aussi tous les animaux, le raton laveur que j'ai spoté une fois, il se cache où, la marmotte, tu sais. Puis, tu sais, il faut comme se rappeler qu'elle est là, la nature, tu sais. Vous comprenez ce que je veux dire, là, aller jouer dans le bois. Ouais, je comprends. T'sais. Puis c'est difficile, c'est du travail en ville de comme... Le silence. Le silence, ça me manque tellement. La musique du bois, parce que c'est un bois, c'est vraiment pas silencieux, là, mais les sons dans le bois... Moi, les bruits d'autoroute, là, me gossent tellement. Puis peu importe t'habites à Montréal, tu l'entends. Fait que c'est du travail. C'est du travail, mais c'est une lecture vraiment intéressante pour quiconque veut réapprendre à voir tout ce qui existe dans notre ville. Puis tous les groupes différents qui existent aussi. Parce que la montagne, elle appartient à personne. Tu sais, elle décrit toutes les personnes, tous les gens, le monde queer, qui font du cruising, les ados, les gens qui font du vélo de montagne, puis qui se font haïr par les amis de la montagne. Est-ce qu'elle parle des tam-tams? Oui, elle parle des coureuses. Oui. C'est vrai que la montagne, elle appartient à tout le monde. Puis on retrouve tout le monde sur la montagne.
L'essai S'engager en amitié de Camille Toffoli a été publié en 2023 chez Éco-Société dans la collection Radar. Milena, la biographie de l'écrivaine et traductrice tchécoslovaque Milena Jesenska, rédigée par son amie Margarete Bober-Neumann, a été traduite de l'allemand par Alain Brossat et publiée aux éditions du Seuil en 1986. Elle a été rééditée en 1997 aux éditions Point en format poche. Le recueil d'essais de Patty O'Green, Les prophéties de la montagne, a été publié en 2023 aux éditions Marchand de Feuilles. Merci de vous être baladés avec nous tout au long de cette 2e saison. Nos confessions vous ont-elles fait réfléchir à la place qu'occupe l'amitié dans votre vie? Avec l'âge, comment évolue votre besoin d'aller à la rencontre de l'autre? Comment, selon vous, peut-on préserver notre besoin de solitude tout en s'engageant pour créer une vraie communauté? Vous avez envie de nous parler à votre tour de votre amour du territoire? Envoyez-nous un message via notre site web, répondez à nos publications sur Instagram ou encore écrivez-nous sur Patreon, notre page de financement participatif. Être membre des Survenantes sur Patreon, c'est avoir accès à du contenu extra, comme de courts essais, une série de mini-épisodes ainsi que les bloopers de chaque saison. C'est recevoir une liste de recommandations littéraires à la sortie de chaque épisode et pouvoir nous demander, oui, des suggestions de lecture personnalisées à n'importe quel moment. C'est la chance d'être salué en fin d'épisode et de participer à notre processus de création en répondant à nos sondages. Surtout, nous offrir votre soutien, c'est contribuer à la vitalité de ce projet balado et nous permettre de mieux concilier la famille, nos jobs et notre travail créatif. Vous venez d'entendre le 5e et dernier épisode de la 2e saison des Survenantes. Une création balado de René, Annabelle et Catherine. Au montage et au mixage, Annabelle. La musique et les effets sonores sont tirés de Pixabay. Un merci tout spécial à Angela Coulon pour le graphisme et la création de notre site web, ainsi qu'à notre photographe Clémence Lenné. Merci à nos amoureux pour leur soutien. Enfin, un énorme merci à notre communauté Patreon. Nicole Roy, Ashik Maboub, Simone, Barbara Agnese, Tinours, Robbie Jam, Karine, Samu, Charlie et Marco. Votre soutien nous permet de conserver notre indépendance, de débourser les frais nécessaires à la production et de continuer de vous offrir du temps d'écoute de qualité. À bientôt!